Parlons de ça justement, parce que tu avais cité un peu différentes flores. Oui. Parce que effectivement, l'intestin englobe 80%, c'est ça, du microbiote, cellules, oui. de nos cellules. Mais dans l'article, en tout cas, qui va apparaître sur le blog, tu as évoqué certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec l'alimentation et qui favoriseraient le bon équilibre de ce microbiote-là. Est-ce que tu peux en évoquer? Bien sûr. Il y a quelques règles que moi, je trouve primordiales. La première, c'est de s'écouter, d'essayer de méditer. Alors après, avec 15 000 méthodes différentes chacun, il faut trouver la sienne. Mais surtout, il faut bouger. Voilà. On a vu un article, ou plusieurs articles, même scientifiques, qui ont prouvé que l'activité sportive, même juste la marche dans la nature, encore mieux. C'était le sujet de notre tout premier article de notre newsletter. Exactement. C'est ça. Le fait de marcher, ou même le mouvement, l'activité physique, muscle notre microbiote. Il muscle pas que notre corps, il muscle aussi notre microbiote. C'est moi à savoir. Et permet aussi d'augmenter la diversité et de le rendre plus fort. D'accord. Donc c'est bon, je ne peux pas l'expliquer là comme ça maintenant, mais je veux dire que ça permet en tout cas de renforcer la barrière de ces bactéries qui deviennent plus costaudes et permet de nous rendre plus forts face aux virus, face aux maladies. Et puis surtout, prendre du temps. Être en conscience, c'est-à-dire que plus on est dans la robotisation de nos habitudes de vie, plus on est en mode robot, plus on passe à côté de l'instant présent et qui donc permet d'être plus sensible en fait à ce qui nous entoure et donc agit aussi sur notre santé mentale. D'accord. Voilà. Et bouger, ça nous oxygène. Donc l'oxygénation de l'organisme favorise un bon terreau aussi pour l'implantation des bactéries. Tu avais évoqué l'hydratation. Oui, c'est la règle numéro 2. D'accord. Donc après bouger, il faut boire. Parce que l'eau, c'est la vie. On est constitué à plus de 60% d'eau dans notre organisme, dans notre corps. Donc oui, l'hydratation, mais pas n'importe comment. L'hydratation, je rencontre tellement de clients qui ne boivent qu'au moment des repas. Et on ne boit pas non plus n'importe comment, c'est-à-dire boire 1 litre d'eau d'affilée, parce qu'il faut s'imaginer comme une plante sèche. Une plante avec la terre toute craquelée dans son pot. Si on lui met 1 litre d'eau directement comme ça, sans s'arrêter, sur cette terre qui est craquelée, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir une sorte d'effondrement Non, ça va où l'eau ? Elle va où l'eau directement ? Ah ben direct dans le fond du pot. Exactement. Et il faut s'imaginer que notre corps, c'est cette terre-là, sèche, desséchée, déshydratée, et que si on boit 1 litre d'eau, on va avoir la sensation d'avoir hydraté son corps, alors que pas du tout. L'eau n'aura même pas imprégné nos cellules, elle sera passée directement dans la vessie et pouf, dans les toilettes. Et en plus, ce que ça provoque, c'est que ça déshydrate. Oui. Donc, on va perdre de l'eau parce qu'au passage, ils vont quand même prendre des minéraux, des choses comme ça, et les reins travaillent quand même, mais ça va aller directement aux toilettes et ça va pas passer par les cellules. Donc, il faut boire petit à petit, 1 verre par-ci, 1 verre par-là, voilà, mais jamais 1 litre d'un coup. Parlons de cette histoire d'hydratation. Oui. J'entends plein de sons de cloche. Oui. Il y a des écoles, je dis école, c'est pas l'école, l'institution, mais je parle de pensée, des lignes de pensée qui disent que il faut boire jusqu'à 3 litres d'eau. Il y en a qui disent 1,5 litre, il y en a qui disent 2 litres. Moi, étant coach sportif, je rencontre beaucoup de mes clients qui me posent cette question-là. Moi, je leur dis, buvez quand vous avez soif, essayez de boire avant d'avoir soif, mais je me dis bêtement, ne vous noyez pas. Oui. Pour autant, est-ce que, toi, tu peux m'apporter cet élément-là de réponse qui, même moi, j'arrive plus à savoir sur quel pied danser. Alors, en naturopathie, en tout cas, ce que moi j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de dogme. D'accord. Chaque individu est différent et toutes les généralités qu'on est en train de dire sont bonnes, mais attention, en bureau, quand je rencontre les gens, on individualise à chaque fois les besoins. Donc, il y a des personnes qui boivent 1 verre d'eau par jour
et qui sont en déshydratation totale, mais on ne va pas pouvoir leur demander de boire 3 litres par jour alors qu'ils boivent qu'un verre. Donc, il faut y aller par palier progressivement. C'est sûr que globalement, en règle générale, on a besoin d'un minimum d'1,5 litre, 2 litres par jour. Mais c'est en fonction de son âge, c'est en fonction de son activité physique et c'est aussi en fonction de sa journée, de son mode de vie. Voilà. Donc, ce que je disais, il ne faut pas boire en grande quantité d'un coup, il ne faut pas essayer de boire le moins possible pendant les repas. En fait, c'est les aliments qui vont donner l'eau nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'en général, il faut augmenter les légumes ou les crudités qui vont apporter l'eau nécessaire au bol alimentaire pour la digestion. Si on boit trop d'eau pendant les repas, on noie les aliments et donc on ralentit le brassage dans l'estomac et donc on ralentit la digestion ensuite dans l'intestin. Donc, tout ça. Et puis ça peut provoquer des fermentations, des ballonnements, enfin j'en passe. Donc voilà, tout a un sens, tout est interrelié. Donc la façon dont on mastique est importante, le temps qu'on passe à table en mangeant, la communication qu'on peut avoir, enfin voilà, donc c'est large. Mais l'eau, l'eau, il faut en moyenne entre 1,5 litre et 3 litres en fonction de la personne et de l'âge. Les personnes âgées et plus on vieillit, moins on a la sensation de soif. Donc, il faut être vigilant. Il ne faut pas noyer, comme tu l'as dit. Mais en même temps, il faut trouver des choses mémotechniques comme ça pour trouver des idées pour les faire boire. Parce qu'ils sont souvent desséchés et déshydratés. Donc, c'est mettre une alerte sur son téléphone ou quelque part toutes les heures pour boire un verre. Ou je donne souvent ça à mes clients, c'est dès que vous sortez des toilettes, allez boire un verre d'eau. D'accord, c'est pas mal. Parce que sinon, on n'y pense jamais. Voilà. C'est pas mal comme moyen mémotechnique. Oui. Toilette, un verre d'eau. Un verre d'eau. Tout ce qui sort doit re-rentrer. La troisième règle aussi primordiale, c'est l'alimentation. Oui. Voilà. On est obligé d'en parler parce que quand même... c'est l'élément clé. On a besoin de manger pour vivre. C'est ça. Donc, cet élément-là, il est pas mis en premier parce que ça paraît évident qu'il faut manger. La première règle de méditer, bouger, s'écouter, c'est tellement pas dans notre monde moderne ce qu'on fait à l'heure actuelle que je l'ai mis en premier pour vraiment... Voilà, c'est très important d'y songer, d'y réfléchir et de trouver des bonnes habitudes de vie. Mais manger, évidemment, on mange au minimum 2 à 3 fois par jour. Pour avoir une bonne assiette, il faudrait de toute manière, quoi qu'il arrive, augmenter notre part végétale. Je ne dis pas qu'il faut devenir végétarien, on s'entend. Je pense qu'il faut manger un peu de tout. Après... Chacun a sa philosophie et chacun a aussi ses envies. Mais la naturopathie ne dira jamais qu'il faut arrêter de manger de la viande ou du poisson. Par contre, chaque personne est différente et on va apporter des solutions adaptées à chaque personne. Par contre, les végétaux vont être extrêmement importants et on schématise souvent une assiette santé avec, vous la coupez en deux, comme un fromage, et tout ce côté-là doit être végétal. D'accord. 50%, c'est l'objectif, c'est un peu le Graal que je donne à mes clientes ou clients, c'est qu'on n'imagine que du végétal sur la moitié de notre assiette. Mais ça peut être des crudités, ça peut être du cru, ça peut être du cuit, ça peut être des fruits, ce genre de choses. D'accord. Et ensuite, on va rediviser en deux l'autre partie, donc 25%, ça va être des bonnes protéines. Végétales, animales, ce que vous voulez. Et ensuite, l'autre quartier, le dernier quartier, on va quand même prendre 10%, 5 à 10% de bons gras. Donc, ça peut être une bonne huile, souvent biologique, première pression à froid. Donc, ça peut être huile d'olive, lin, chanvre, colza. Voilà, ça, c'est pas mal. Et puis après, le reste, ça va être des céréales complètes, si possible, si on les digère correctement. Sinon, on y va tout doucement. Ou des légumineuses, bien sûr. Parlons de cette assiette santé. Moi, j'ai entendu parler de certains éléments qu'on peut apporter pour venir, pas enrichir notre microbiote, mais parlant d'aliments fermentés. Oui. Alors, les aliments fermentés, la lactofermentation, on fait ça depuis la nuit des temps.
D'accord. On ne le savait pas à l'époque que c'était extrêmement bon pour la santé et pour nos bactéries. Mais effectivement, tout ce qui va être vinaigre de cidre de pomme, tout ce qui va être kimchi. Alors, les kimchi, ce sont des légumes qui ont été mis dans un bocal, dans du saumur, enfin, ou d'accord, dans des choses vinaigrées, comme oui. la choucroute crue Oui, est excellente, d'accord. pas cuit. Oui, La lactofermentation ne supporte pas la cuisson. Si D'accord. vous cuisez, ça tue la flore, D'accord. les bactéries qui sont dedans. Donc, tout ce qui va être cru, mais fermenté dans un liquide comme un vinaigre, les cornichons, par exemple, sont un bon exemple, la choucroute crue, mais les kimchi, on vend ça souvent dans les bonnes épiceries maintenant, où ça va être un mélange de carottes, je vois ça. de concombres, de choses comme ça qui vont être lacto-fermentées. Oui. Il faut y aller, voilà, avec parcimonie, parce que quand il y a des aliments comme ça qu'on ne connaît pas, il faut toujours y aller tout petit d'abord, voir comment ça réagit, parce qu'on n'a pas les enzymes digestives dans nos intestins pour digérer correctement. Donc, comme c'est les topinambours ou les salsifis ou des choses comme ça qu'on ne mange plus aujourd'hui, malheureusement. Mais quand on les réintroduit, il faut y aller vraiment avec parcimonie, parce que là, on va avoir des gaz, on va avoir des glou-glou-glou, des ballonnements, parce que ça veut juste dire que notre organisme est en train de sécréter des enzymes qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, il faut en manger une fois par semaine pendant un temps, et après, les enzymes vont se réimplanter dans nos intestins, et donc là, on aura moins de troubles digestifs. Il ne faut pas abandonner. Si on a des signaux, il faut diminuer, espacer, mais il ne faut pas lâcher, parce que c'est très très bon. Comme le kombucha. Alors, le kombucha, c'est une boisson à la mode aujourd'hui. Le kombucha, c'est de la lactofermentation aussi. Le kéfir, les yaourts un peu avec du bifidum dedans sont avec des bonnes bactéries. Donc ça, c'est plus facile d'introduire le kéfir ou certains yaourts. Le kombucha aussi, c'est une boisson qu'on peut essayer, qui est un peu pétillante. Il faut essayer de les choisir évidemment avec le moins de sucre possible dedans, parce que ça fait fermenter, donc c'est pas très bon, le sucre. On n'en a pas parlé dans l'alimentation, mais c'est un fléau pour tout le monde, le sucre, l'alcool, le café aussi. Le café est très bon, mais c'est... Ah, le café, ok. Moi qui suis un gros buveur de café. Quels sont tes conseils par rapport à la prise de café? Alors, c'est comme dans tout, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire, trop, c'est comme pas assez. Ça, c'était l'ADN de mon école. J'avais un professeur qui n'arrêtait pas de nous dire trop, c'est comme pas assez c'est comme trop. C'est la même chose. Donc, en fait, dans le café, il y a des bonnes choses. Et puis, à outrance, ça fait des mauvaises choses. Dans le chocolat noir, à plus de 70%, un carré, 2 carrés, c'est parfait. Une tablette, c'est pas possible. Donc, voilà, il y a des bonnes choses dans tout. Mais dans le café, il y a des antioxydants. Il y a des choses extrêmement bonnes pour la santé cardiaque, pour le métabolisme en règle générale. Mais le seul souci, c'est la quantité. Et évidemment, la qualité aussi. C'est comme la qualité de l'eau, la qualité de nos aliments. C'est sûr que pour favoriser une flore bactérienne, une bonne flore bactérienne, c'est comme une fosse septique. Je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est, les fosses septiques. Si, je pense, mais voilà, il faut essayer de ne pas mettre de produits chimiques, il faut essayer de favoriser le plus naturel possible. Donc, pour notre alimentation, c'est la même chose. Très peu de pesticides, essayer potentiellement de manger le plus possible biologique. Et puis, l'eau, c'est pareil, essayer de la filtrer. On peut commencer avec un bâton de charbon dans 1 litre d'eau. On peut déjà même commencer en éliminant le chlore. Moi, ce que je dis, c'est une carafe d'eau à laisser reposer une nuit. L'eau du robinet, une nuit, ça va évaporer le chlore. Voilà. Donc, le chlore, c'est dommageable pour la flore intestinale. Vraiment. Mais après, si on veut aller plus loin sur les pesticides, les métaux lourds, les médicaments, on va avec une filtration de plus en plus onéreuse, mais plus efficace. Donc, c'est le bâton de charbon, la fontaine, et après les osmoseurs qui sont directement sur l'arrivée d'eau. Aussi l'arrivée d'eau. Voilà. Ça, c'est plus. Il faut c'est un investissement, mais bon, après, ça dépend des priorités et où on en est dans notre processus de faire attention à soi. Alors, on a parlé des aliments lactofermentés. Donc, les aliments lactofermentés sont des prébiotiques aussi. Donc, il y en a d'autres, notamment comme l'artichaut, la banane, l'ail, l'oignon. Alors, les aliments qu'on a nommés aussi,
aussi tout à l'heure, topinambour, salsifis, Mhm. l'asperge, Ouais. le froment et la chicorée, qui aussi peut être un bon palliatif face au café. Ah, je savais pas ça. Quand on est addict au café, tu remplaces une tasse de café par le chicorée. La chicorée moulue, là? Ouais, la chicorée. Pas la ricorée, hein, la chicorée. Oui, la poudre qu'on met, voilà, mais qui peut faire l'affaire face au café. On va essayer. Voilà. Et donc ça va être un peu comme les prébiotiques, c'est la bonne nourriture des bactéries. C'est comme si tu nourrissais tes bactéries, ta flore intestinale. Voilà, c'est leur bouffe à eux. Donc toi, t'aimes manger des hamburgers avec des frites. Eux, ils aiment bouffer des topinambours, des artichauts, du kimchi, des asperges, etc., etc. Ça, c'est la bonne bouffe. Ils n'ont pas de goût. T'aimes pas les artichauts? Ah si. Ah bon? Non, je parle de... Tu parles de quoi? De chicorée? Ah non, chicorée, c'est bon. Ah bon. Il y a certains aliments, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans les bactéries, il y a plusieurs familles. On ne va pas les énumérer aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais on a remarqué qu'il y avait un certain nombre de familles qui étaient récurrentes chez tous les humains et qui favorisaient un bon équilibre de vie, de santé. Et que quand on avait ce bon équilibre-là, on était plutôt en bonne santé. Et que quand elles étaient appauvries, qu'elles n'étaient pas là ou absentes, on voyait quand même qu'il y avait plus de problèmes de santé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'elles aiment manger, ces bactéries, pour qu'on puisse les favoriser, leur implantation dans notre organisme. D'où les prébiotiques. Voilà. Les prébiotiques, c'est la bouffe des probiotiques. Donc, les prébiotiques, c'est la bouffe des probiotiques. Exactement. Exactement. Et les probiotiques, c'est donc ces fameuses bactéries. C'est la flore intestinale. C'est notre flore intestinale, mais aussi cutanée, mais aussi dans tout notre organisme. Donc, on a nommé. Et les fibres sont tout aussi importantes. Donc, on connaît les fibres, mais là où c'est le plus riche, ça va être l'avoine, ça va être les fruits comme la pomme et la poire, ça va être les légumes, principalement les légumes, mais les légumes feuillus aussi avec des feuilles, les légumineuses, et puis tout ce qui va être graines de lin, graines de tournesol, les sésames, les noix, etc. Mais le chocolat aussi. Donc, chocolat 70% et plus est une bonne source de fibres. Et le riz brun, qui est quand même... Donc, tous ces aliments, évidemment qu'on ne peut pas se nourrir que de ça, mais juste un petit élément à chaque repas. Voilà, si c'est juste des petites graines de lin le matin, ou si c'est un bon artichaut ou des asperges le soir. Voilà, ça permet d'avoir quand même à chaque repas une petite source de prébiotiques et de fibres qui sont bénéfiques. En tout cas, merci pour ces conseils. Tu vois, je rebondis parce que tu as parlé de un petit peu de chaque, soit le matin, soit le soir. Ça m'amène à penser à une sorte de routine que tu pourrais nous conseiller. Parce qu'en général... Oui, alors on disait que tout était important. L'alimentation est une des règles d'hygiène importantes et nécessaires pour vivre. Mais on a parlé aussi de bouger, méditer, prendre du temps. On a parlé de l'hydratation. Donc, moi, je vais juste raconter ma petite routine matinale, qui n'est pas parfaite, je veux dire, c'est juste la mienne, mais où on va retrouver certains ingrédients des règles de vie pour pouvoir prendre soin de sa flore. Donc, déjà, le réveil. Le réveil, je me saute pas du lit et je vais pas sous la douche et je m'habille et je pars en catastrophe. J'ai appris avec le temps. C'est l'avantage d'être un peu âgé, c'est qu'on apprend à se connaître et donc je prends le temps. Je préfère me réveiller en tout cas une demi-heure plus tôt pour prendre ce temps-là que moi j'ai besoin. Après, il y a des gens qui n'ont besoin de rien du tout, qui se lèvent et hop, ils sont opérationnels. Moi non, je suis lente. Donc je respecte cette lenteur, elle me constitue. Donc je commence par m'étirer, tout simplement. Je tourne mes chevilles dans un sens, dans l'autre, je m'étire, je fais quelques mouvements qu'on a appris par-ci, par-là, que ce soit le kiné, le yoga, ou qu'importe. Et puis après, je me lève, je vais aérer ma chambre.
parce que l'aération de notre intérieur est très importante. Ça permet de réoxygéner notre oxygène. Et puis, je vais frotter mes mains comme ça pour que la chaleur circule. Et puis, j'ai pas mes lunettes à ce moment-là, mais je vais mettre la chaleur de mes mains sur mon visage. Donc, ça va détendre mon visage. Puis, je vais faire un petit massage comme ça. Et puis, je vais après tapoter, comme au Qigong. J'ai appris ça au Qigong. Comme au Douyin aussi. Voilà, donc on tapote tout doucement. Il n'y a pas besoin de se violenter, là, pas du tout, au contraire. Et puis, je vais faire ça vers l'extérieur de mes jambes jusqu'à mes chevilles. Puis après, je vais remonter à l'intérieur. D'accord. Et après, je tapote mes reins tout doucement. Voilà, et c'est juste ça. Donc, j'ai aéré. Je vais boire un grand verre d'eau, en général, pas 1 litre comme on a dit, mais un verre comme ça, où j'ai repressé un demi-citron. D'accord. Alors, je serai passée par les toilettes parce que l'élimination aussi est importante. Il faut savoir que la nuit, notre organisme, normalement, quand on dort correctement, se nettoie. Oui, mais il se nettoie. C'est-à-dire que chaque heure, il y a un organe qui se nettoie, qui prend le temps parce qu'on ne l'utilise pas. Donc, le cœur ralentit, il permet de nettoyer aussi son organisme, le foie, les intestins, tout notre cerveau, en rêvant ou en nettoyant les données qu'on a faites dans la journée. Voilà, l'organisme se nettoie. Donc, quand on se réveille, si on va aux toilettes, ça permet d'éliminer les toxines qu'on aura emmagasinées la nuit. Et le verre d'eau que je prends avec un petit peu de citron parce que je fais attention à mon foie, va permettre de réinitialiser au niveau hydrique toutes mes cellules et tout mon corps. Et ça permet d'ouvrir mon organisme aussi à une nouvelle journée. D'accord. Après, tout dépend le temps. Si j'ai le temps, je peux faire 10 à 12 minutes, 2 à 3 fois par semaine de renforcement musculaire ou un peu de vélo d'appartement, voilà, parce que j'ai eu un kiné qui m'a montré quelques exercices que je pouvais faire. Donc, je vais faire un peu de cardio, puis c'est un peu le système Tabata. Je ne sais pas si ça parle un petit peu aux gens. C'est ma spécialité. C'est ta spécialité. Donc, tu vas pouvoir faire un blog là-dessus pour expliquer ce que c'est le système Tabata. Mais moi, ça me convient, c'est bien. Moi, j'ai choisi 8 mouvements. Que je fais donc un temps très court. Oui, ça dure 4 minutes, pas plus. Oui, mais la boucle. Circuit complet. Voilà, moi, je fais un mouvement pendant 20 secondes, je relâche 10 secondes, 20 secondes, et je fais ces 8 mouvements-là. Donc, en général, je fais 10-12 minutes grand maximum. Et après, je médite. Ça, que je fasse du sport ou pas, je médite 10 minutes. Donc, tu médites après ta séance de sport. Oui, parce que j'ai besoin de faire redescendre mon adrénaline et mon cortisol pour pouvoir faire la suite de ma journée. Donc, je médite 10 minutes, que j'ai fait du sport ou pas. Ça, c'est sûr. Si je ne fais pas de sport, je médite même presque 20 minutes. Mais j'ai commencé par 5 minutes, 10 minutes. Oui, bien sûr. Ça, on y va progressivement. Même 1 minute, c'est... Ça, les quelques minutes, c'est plus de cohérence cardiaque. Moi, si c'est dirigé en méditation, je vais prendre au moins 5-10 minutes pour avoir le temps de faire ce processus. Mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes. J'en suis à 20 minutes. Je ne suis pas allée encore au-delà. Il y a des gens qui méditent plus, mais moi, je n'y arrive pas. C'est déjà beaucoup dans ma journée. Et après ça, normalement, c'est la douche. Parce que prendre une douche après avoir transpiré, avoir fait du sport, en fait, ça va accentuer encore la sudation. Donc, si en plus on a chaud, donc on va prendre une douche relativement froide. Donc, le corps, il va essayer de régulariser notre température intérieure. Donc, tu vas avoir l'impression de te rafraîchir, mais en sortant de la douche, tu vas avoir encore plus de transpiration qui va se faire. Donc, je préfère faire redescendre en chaleur mon corps en méditant, d'avoir une chaleur corporelle normale. Et une fois que mon rythme cardiaque est revenu à la normale et mon corps à une température normale, là, je peux aller prendre ma douche. Mais on peut très bien finir par une douche froide. Ça, c'est très stimulant pour l'organisme, pour la lymphe, etc. C'est vraiment excellent. Et après, je vais éventuellement manger. Moi, je ne suis pas très manger le matin. Ça dépend des jours. Je m'écoute. Donc, si je dois manger le matin, je vais me faire un yaourt, des noix. Voilà, je ne mange pas de tartines, je ne mange pas de beurre. J'ai la chance de ne pas manger de confiture ou je
peux prendre une cuillère de miel, une miel de ma région, parce que c'est encore meilleur quand on utilise les abeilles du coin pour notre système immunitaire, parce que les abeilles vont manger les fleurs et les graminées de notre entourage. Et donc, ça va nous permettre de nous défendre sur les plantes et les fleurs et la floraison de notre environnement. Si on prend un miel d'Australie, on n'aura pas du tout la même défense immunitaire que si on prend un miel qui est dans notre local. D'accord, voilà. Ouais, puisque les abeilles vont chercher au niveau des fleurs. Exactement, donc on respire les graminées et les fleurs de notre entourage. On ne va pas respirer les fleurs d'Australie, que je sache. Donc si on aime le miel et qu'on l'utilise pas que sur des tartines, mais vraiment d'un point de vue thérapeutique, il vaut mieux un miel local. D'accord. Voilà. Et puis après, ça va être à peu près tout dans ma routine du matin. Mais déjà, on aura donc s'écouter, méditer, bouger, respirer. Et puis, on aura l'hydratation, règle numéro 2. Et puis, alimentaire, ça va être très simple. Pour moi, le matin, ça va être donc ou kéfir, ou yaourt, ou ça peut être un morceau de fromage. Moins de vache, plutôt de chèvre ou de brebis. Et puis, des noix oléagineux. Extrêmement important, c'est des bonnes sources d'oméga. Et puis, c'est des bons gras. Et puis, c'est des protéines. Ouais. Voilà. La chose la plus importante que je conseille, c'est protéines à tous les repas. Oui. Qu'importe qu'elles soient végétales ou animales, il faut des protéines. En tout cas, merci beaucoup Laetitia pour ta lumière. Merci, merci pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, si on peut dire ça. On arrive à la fin de cet entretien. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos oui, alors bien sûr, ce que je voulais rebondir sur le fait que tout ça est à titre indicatif général, on en a parlé tout à l'heure, mais que bien évidemment que le suivi en naturopathie va s'attarder sur la forme globale de la personne et donc va s'adapter aux besoins de la personne et donc lui faire un plan de match de vie individualisé. Pour nos spectateurs, nos auditeurs qui souhaitent te rencontrer, où est-ce qu'on te trouve, Laetitia ? Alors, on va sur le site de Olzen, où il y a tous les thérapeutes de la clinique, et où il y a ma fiche détaillée avec mon mail, mon numéro, voilà, mes tarifs et mes spécialités aussi qui peuvent interpeller certaines personnes. Voilà, savoir que Laetitia se trouve au centre paramédical d'Olzen qui se trouve rue Édouard Vaillant au 51 Terre. Où nous avons tous nos praticiens qui vous accueillent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous individuel avec Laetitia pour bénéficier de ses conseils et de son accompagnement adapté à votre situation, parce qu'aujourd'hui, on a évoqué quand même une situation un peu générale. Comme elle a beaucoup insisté, on est unique, individuel, donc avec notre carte d'identité. À ce moment-là, n'hésitez pas à prendre contact avec Laetitia et puis elle vous accueillera en cabinet pour des conseils vraiment adaptés à votre besoin, à votre situation particulière. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour notre prochain numéro. On verra avec qui on tourne cette fois-ci. Mais en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site d'Olzen et sur la fiche de Laetitia et voir aussi les autres praticiens qui s'y trouvent. Mais en particulier, si la flore intestinale, le microbiote, en tout cas votre équilibre intestinal vous parle, pensez Laetitia. À bientôt.